Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff aujourd'hui pour commenter l'actualité. Virginie Leguet n'est pas arrivée, mais elle devrait. Elle est là. Elle arrive, chef adjoint au service politique de Paris Match. Najwa, elle a été élue d'Evry. Vous avez publié La laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Alexis Bachelet, bonjour. Ancien député PS, chef d'entreprise, AB Consulting, et Ludovic de Villèle, avocat. Valérie. Bonjour à vous. On va évidemment parler de la réforme des retraites. Peut-on sortir de l'impasse? Les ministres candidats aux municipales, qu'en pensez-vous? Et puis, faut-il revoir l'irresponsabilité pénale? Ça fait référence évidemment à l'affaire Sarah Halimi. On va en reparler avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec Alexis. On en a déjà un petit peu parlé ici, mais je trouve que ça fait pas de mal d'en reparler et de le redire. Je n'étais pas là quand vous en avez parlé. Je n'écoutais pas plutôt. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est toujours d'actualité. Non, mais en fait, c'est parce que c'est mon camarade Arnaud Benedetti qui m'a remis cet événement en tête. Le Dakar en Arabie Saoudite. Il a fait hier un article dans le Huffington Post, une tribune, pour rappeler le cheminement de cette course mythique des années 80 qui traversait le Sahel en partant de Paris, en passant par Marseille. Il y avait quelque chose il y avait une ambiance, quoi. C'était quand même, ça animait beaucoup, on en parlait beaucoup. Et là, il y a eu d'abord dans les années 2004-2005, ils ont été obligés de quitter le Sahel à cause des menaces, déjà à l'époque, de groupes extrémistes, djihadistes, pour se retrouver en Amérique du Sud. Puis ça n'a pas trop marché, parce que c'est vrai que Paris-Dakar en Argentine, mais on ne voit pas trop le rapport. Et là, ils ont été rachetés, on peut dire ça comme ça, parce que je pense qu'il y a quand même aussi une histoire de gros sous. 7 fois le prix de ce qui était payé au Chili et à l'Argentine. Voilà, merci de donner l'ordre de grandeur. Donc par l'Arabie Saoudite, qui se paye une com'. Et le paradoxe, c'est ce que relève Arnaud Benedetti, il a entièrement raison, c'est que finalement c'est peut-être un paradoxe, une ironie de l'histoire, une ruse de l'histoire, parce que c'est peut-être à cause de l'argent de l'Arabie Saoudite que certains groupes ont chassé le Paris-Dakar du Sahel, et finalement ils se trouvent abri où? En Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est un peu quand même l'histoire, des fois, à des circuits ou des parcours, parce qu'on est dans une course automobile, qui sont assez étonnants et assez, en fait, tristes, parce que, voilà... Alors, on l'a un petit peu, on l'a évoqué effectivement lundi. Certains, moi j'ai interrogé des professionnels du tourisme, parce qu'il y a une véritable offensive, il y a de la publicité en ce moment pour du tourisme en Arabie Saoudite. Il y a un festival avec des grands chefs qui a été organisé en décembre et en janvier, avec des artistes, des grands artistes qui sont allés là-bas. Donc cette ouverture, moi j'ai posé la question. Oui, ouverture entre guillemets, mais ces voyagistes que j'ai interrogés m'ont dit ils sont en train d'instiller le poison chez eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont avoir des touristes, où ils vont être obligés de s'ouvrir, c'est un point de vue. Moi, j'étais aussi choquée sur le Dakar en Arabie Saoudite, mais le fait qu'ils laissent rentrer des gens qui finalement des Occidentaux peut faire bouger les choses. Je ne sais pas ce que. Moi, je pense que ça participe d'une volonté. Exactement. Non, mais je vous livre une réflexion. Ça participe d'une volonté aussi de l'émir de changer l'image de l'Arabie Saoudite. C'est très clair. Vis-à-vis des femmes, il y a cette volonté aussi, d'ouvrir, de donner de la place à la culture. Donc, tu parlais, Alexis, du Paris-Dakar. Donc, moi, je pense que ça participe vraiment d'une stratégie de changer cette image qui est extrêmement négative, et notamment, souvenez-vous, aussi suite à l'assassinat terrible de ce journaliste. Mais avec une forme d'hypocrisie terrible aussi. Et la guerre au Yémen, il y a beaucoup de choses. Donc la conclusion, c'est qu'il faut participer. Mais je ne sais pas. Votre remarque, je trouve qu'elle a pas mal de bon sens, parce que si c'est la politique de la chaise vide... mais si on cautionne aussi tout et n'importe quoi, il y a En même temps, ils m'ont répondu, on est bien allé à Cuba. C'est très juste. Et dans des pays, l'argument du gouvernement n'est peut-être pas le bon. Je ne sais pas. Voilà. C'est pas peut-être forcément le gouvernement, c'est le contexte aussi. Oui, le contexte. Non, le contexte. Mais c'est vrai qu'ils sont en train d'acheter des événements, beaucoup d'événements sportifs, énormément d'événements sportifs avec le carnet de chèques. Et je pense qu'ils ont envie effectivement de changer d'image.
je suis pas sûre que ça fonctionne. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Oui. Absolument. Virginie, on revient sur Carlos Ghosn, mais c'était un coup de gueule. Oui, je dois dire que je suis un peu agacée par l'indulgence générale dont bénéficie Monsieur Carlos Ghosn, qui, après tout, fuit la justice japonaise, qui est un justiciable, et qui pense que parce que c'est lui et parce que indéniablement il a redressé un groupe automobile en difficulté, qui s'est comporté comme un chef d'entreprise tout à fait remarquable, parce que c'est lui, il peut décider lui-même qui peut le juger, comment on peut le juger, où il doit être jugé et devant qui il fait valoir ses droits. Et moi, je trouve que disons, le roman que certains journalistes racontent en France, comme quoi c'est une évasion très romanesque, que c'est formidable. Vous faites allusion à France Inter. Non, je fais allusion au climat général, disons, à cette espèce d'indulgence. Je reprends le mot dont bénéficie M. Ghosn. M. Ghosn est certes présumé innocent, mais à fuir une justice d'un pays de droit dont il dit qu'elle est inhumaine. Et après tout, les conditions de son évasion montrent que peut-être c'était pas si inhumain que ça. Enfin, une justice inhumaine qui permet à quelqu'un de s'évader, ça permet de s'interroger sur la réelle dureté de ce système, me semble-t-il. Et en plus, à fuir une justice, il court le risque de devenir non seulement pas présumé innocent, ce qu'il est aujourd'hui, mais éternellement présumé coupable, parce que quand on n'est pas jugé par un vrai procès contradictoire, devant qui on explique qu'on est innocent, certes, comme il a fait lors de sa conférence de presse, où il a été extrêmement bavard et prolixe, mais le fond de l'affaire doit être jugé par ceux qui ont à le juger, et ceux qui ont à le juger aujourd'hui, c'est la justice japonaise. Oui, je voudrais rebondir. Oui, vous êtes avocat, Ludovic de Villèle. D'abord, c'est normal qu'il ait cherché à fuir. Enfin, toute personne en fait, c'est pas normal, non. Je trouve que toute personne incarcérée, c'est logique. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez dit très justement, ça ne doit pas être si un pays impossible à vivre, puisqu'il a quand même bénéficié d'une certaine largesse, je ne sais pas, de conditions favorables pour fuir. Et puis, pour rebondir, vous avez, me semble-t-il, parfaitement raison. Je trouve que les médias sont très complaisants vis-à-vis de lui. Ça reste quand même une personne qui se soustrait et qui vient vous dire aujourd'hui, je ne reconnais pas la juridiction japonaise, alors que visiblement, ce n'est pas un pays au banc des pays de la démocratie, et j'irai devant les juges que j'estimerais. Ça, je trouve que c'est très choquant, parce que je comprends qu'il ait voulu fuir. Il a bénéficié de circonstances et de beaucoup d'argent pour pouvoir fuir. Maintenant, à pérorer et se comporter avec une centaine de journalistes, moralement, je trouve que c'est choquant. Et, en fait, la faute, elle est peut-être moins à lui. Oui, mais c'est un peu ce que disait Virginie, c'est-à-dire c'est la manière dont les médias se sont comportés, avec effectivement, il y a une interview en particulier qui est particulièrement pointée du doigt avec Léa Salamé, qui lui dit vous êtes un héros des temps modernes, les enfants réclament l'histoire de Carlos Ghosn dans la malle. Voilà, donc... il y avait une petite histoire qu'on m'a racontée hier au cabinet, qui circulait sur les réseaux sociaux. On a aperçu, il faut prendre ça au 3e degré, on a aperçu Madame Balkany achetant un violoncelle. Ah bon? Non, mais c'est une histoire. Mais parce que oui, d'accord, c'est une blague. Pour mettre les tuiles. Les tuiles. Exactement. Najwa? Alors moi, je trouve aussi que cette indulgence, elle est particulièrement choquante. Et l'interview, là, pour le coup, je vais la nommer, de votre consoeur Léa Salamé. Ça faisait vraiment, on est autour d'un café, on discute, et racontez-moi comment vous avez pu fuir. Moi, ça m'a choquée. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule, puisque sur les réseaux sociaux, ça en a choqué plus d'un. Donc, concernant la justice japonaise, oui, c'est une justice extrêmement sévère. D'ailleurs, il y a un artiste français un street artiste, pour tout vous dire, qui notamment l'a fui. Donc, je m'y suis intéressée, parce que j'ai été interpellée, donc la fuite, et donc qui on a emprisonné, sa femme qui était restée sur place. Et donc, ouais, sympa. Non, mais tout ça pour dire que cette justice est certes extrêmement sévère, néanmoins, être indulgent par rapport à cette fuite, parce qu'il fuit cette justice-là. Comme vous disiez, cette justice, elle est certes extrêmement sévère, néanmoins, c'est un pays de droit. Oui, exactement. C'est un pays qui est considéré comme un pays de droit. Et là où je trouve ça particulièrement gênant, j'aimerais pas qu'on finisse par penser qu'il y a une justice pour les riches, qui ont les moyens de s'évader,
et une justice pour les pauvres, où là, voilà, vous faites avec les moyens que vous avez. Et donc là, j'aimerais pas qu'on en arrive là. Donc oui, moi je trouve ça particulièrement choquant. Ouais. Mais on en fera un film, sûrement. Ah, ça c'est sur Netflix, il paraît qu'ils s'intéressent à la question. Bon. Ludovic, un coup de cœur. Oui, non, vous vouliez réagir, pardon, excusez-moi. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut citer Jean de La Fontaine. Oui. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et le sentiment que ça donne, et la conférence de presse de M. Ghosn était quand même surréaliste hier, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui, visiblement, pense qu'il est au-dessus de tout ça. Oui, mais nous en faisons l'écho, pas ce matin, mais une centaine de journalistes accrédités, enfin, ils ce qui est surréaliste, c'est que les journalistes aient interrompu tout autre programme. Sur les 4 chaînes d'infos françaises, il y avait la conférence de Carlos Ghosn en direct. Donc effectivement, il y a une complaisance, une fascination, morbide pour du le coup, personnage. Je pense ça fait partie de l'information. J'aurais été patronne d'une chaîne d'information, j'aurais diffusé aussi cette interview. Il y a quand même un feuilleton, un événement. On avait envie d'entendre cette conférence de presse. Mais après, les interviews, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Enfin, je sais pas, mais du point de vue de la France et des Français, je vois pas en quoi la défense de lui-même, de Carlos Ghosn dans une conférence de presse interminable, où le type fait référence à Pearl Harbor pour comparer la procédure judiciaire dans laquelle il est engagé au Japon. Enfin, on était quand même c'était surréaliste, quoi. Ouais. Voilà, c'est surréaliste. C'est boursouflé. Et on voit bien qu'il y a un problème quand même avec ce personnage. C'est un fait de société quand même. C'est pas un fait de société. À l'époque, pardon, je ne vais pas faire du misérabilisme, mais des gilets jaunes et des problèmes que je pense que le Français s'en fout. Ça l'étonne qu'il ait pu. Et puis c'est un peu Arsène Lupin des temps modernes. C'est intéressant, c'est amusant. Et c'est pas n'importe quel patron. Mais on s'en fout. Gère tes problèmes. Il y a un côté un peu malsain. Un auditeur nous dit pauvre riche, tout le monde cherche à s'évader. Statistiquement, plus de pauvres que de riches s'évadent de leur prison. Qui peut dire le contraire? Évidemment je pense que tout prisonnier cherche à s'évader. On a eu des gens qui avaient été. Il n'en a pas fini avec la justice, ceci. Non, absolument. C'est plus la complaisance. C'est pas tellement le fait qu'il soit évadé. Enfin, après, ça pose un certain nombre de questions. C'est la complaisance, effectivement, parfois des journalistes sur l'interview de Carlos Ghosn. Ludovic de Villèle, Oui, j'ai aperçu dans la presse qu'il y avait un site qui s'était mis qui avait créé par on m'a dit que c'était un confrère, docteur, il est docteur en droit, mais pas docteur en médecine, mais tout ça c'est un peu trompeur, qui avait créé un site pour qu'on puisse obtenir des arrêts maladie sur Internet sans passer par la case médecin. Ça existe depuis le 7 janvier, ça existe. On a beaucoup parlé, nous, cette semaine, on a fait plusieurs sujets sur le sujet, mais vous êtes... L'ordre des médecins s'est saisi de l'affaire. Oui. La CNAM a porté plainte. Absolument. Je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Non, je trouve ça scandaleux. Encore une fois, un arrêt médical, un arrêt maladie, il faut que ça soit un professionnel de la médecine qui vous le délivre. Enfin voilà, c'est encore... on fait tout et n'importe quoi, et pour de l'argent. C'est de la complaisance. Si j'ai bien compris, les patients se verront délivrer un arrêt maladie après une consultation en ligne. Consultation en ligne qui est annoncée comme étant remboursée par la Sécurité sociale, ce qui est loin d'être acquis dans les circonstances et surtout du site. Et donc c'est trompeur en plus sur ce qui est présenté. On avait un médecin hier, on a fait le débat hier à 10h30, on avait un médecin qui nous expliquait qu'en fait la télémédecine fonctionne quand vous avez vu ce médecin au préalable une première fois, quand vous avez vu ce médecin physiquement et qui après peut vous suivre. Voilà. Et l'association de Sophie de Menton dit que ses adhérents n'accepteront pas ces arrêts maladie. Vous ne bénéficiez pas du tiers payant parce qu'on ne peut pas payer par la carte vitale. Donc pour l'instant, c'est encore des pauvres gens qui vont y être on va y revenir dans un instant. Enfin, on va continuer à débattre dans un instant. On va parler de la réforme des retraites. Et puis on aura également votre coup de cœur ou coup de gueule, je ne sais pas, Najwa, dans un instant. Coup de cœur. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'écoute beaucoup votre radio. Je trouve qu'il y a une grande liberté de parole et c'est ça qui est intéressant. On a besoin de nos jours. Sud Radio. Avec vous jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Alors Najwa El Haïty, on n'a pas eu votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le fait que la France va créer une maison du dessin de presse et du dessin satirique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été annoncé par le ministre de la Culture, Franck Riester. Et c'est une belle façon
de soutenir nos dessinateurs de presse en France, mais également dans le monde, parce que je vous rappelle qu'ils font l'objet de menaces, de mort. J'ajouterais que ça tombe 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, c'est quelque chose. Oui, c'est pas anodin comme coïncidence. Oui, c'est vrai, mais c'est important de souligner, c'est plutôt une bonne nouvelle pour valoriser ce qu'ils font. Et c'est vrai que la censure, elle existe aujourd'hui. On n'a pas le droit de parler de certains sujets, de dessiner librement, et donc c'est une belle façon de les soutenir. Donc, et ça ouvrira où et quand, vous le savez ? Ça, je l'ignore, mais je sais que le ministre de la Culture a demandé à ce qu'on y réfléchisse pour que cela devienne concret assez rapidement. Bon, écoutez, je peux te dire juste un mot dans ce sens-là, parce que en fait, le recul sur la liberté d'expression, il n'est pas seulement en France, il est à l'échelle nationale, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, international, pardon. Le New York Times a retiré son dessin aussi, il y avait un dessin politique, comme Le Monde, comme Plantu dans le Monde, l'équivalent de Plantu dans le Monde, et suite à une polémique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le New York Times a dit, ça fait polémique, on arrête. Ils ont carrément décidé. Ils ont carrément décidé. Et on voit qu'en fait, à l'échelle de la planète, et dans des grandes démocraties, je mets grandes et démocraties entre parenthèses du coup, parce que s'il y a peu de liberté d'expression, je pense qu'on n'est plus vraiment dans des démocraties. Mais on a une sorte de recul, de montée des intolérances, de toute forme d'extrémisme. Et du coup, les médias, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrêtent, ils aseptisent, et on n'a plus ces dessins qui souvent permettent d'éclairer l'actualité avec de l'humour, etc. Il n'y a plus de second degré, quoi. Il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de second degré. C'est terrible. Et alors, aux États-Unis, j'ai vu ça sur France 24, ils ont créé un nouveau job qui s'appelle Sensitivity Reader, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont lire les livres afin d'éviter de choquer quelque communauté que ce soit, pour éviter d'être taxé de sexisme, de racisme ou d'homophobie. Auteurs et éditeurs font désormais appel à des sensitivity readers, c'est-à-dire des gens qui vont censurer les livres. Il n'y a pas d'autre mot. On arrive dans un truc de dingue, quoi. C'est l'ultra poétiquement correct. Voilà. Mais quand on entend les caricaturistes, les comiques, ils disent tous que ce qui a été dit il y a 20 ans ou 30 ans ne pourrait plus dit aujourd'hui. Ils le disent absolument tous. Et que la liberté dont leurs aînés disposaient à l'époque serait inenvisageable aujourd'hui. Ouais. Là, on ne peut pas rire de tout aujourd'hui. Moi, je voulais faire un... Non, mais vous présidez une salle de spectacle où vous êtes rédacteur en chef d'une revue. Je pense qu'on y regarde à deux fois. Ce n'est pas une justification. Mais c'est vrai que le monde a changé. Autrefois, on ne sans doute pas pour... un mot sur le record de voitures brûlées au 31 décembre. Le gouvernement refuse de communiquer sur le chiffre. Il y a 1500 voitures qui ont été brûlées dans l'indifférence générale. Il y en avait eu 1300 l'année dernière. C'est un chiffre quand même hallucinant. Donc on ne communique pas pour ne pas encourager, sauf que ça sert visiblement à rien, puisque chaque année, le nombre de voitures brûlées augmente. Donc c'était, un petit coup de gueule, non Oui, c'est pas la première fois que le gouvernement refuse de communiquer. Ça fait des années que les gouvernements ne communiquent pas sur ce chiffre, pensant que effectivement ça... Il pourrait y avoir une escalade. Exactement, une recrudescence ou une résurgence. Bon, la recrudescence se fait visiblement toute seule. Je voulais vous lire la lettre d'un restaurateur qui a mis une annonce sur Le Bon Coin. Il est restaurateur à Boulogne-Billancourt et son restaurant s'appelle La Salle à Manger, et il propose d'échanger son restaurant contre un poste à la RATP. Il dit « Bonjour, notre restaurant La Salle à Manger recherche des cheminots grévistes pour un stage rémunéré de sensibilisation à la pénibilité. La pénibilité, c'est une perte de 20 000 euros de chiffre d'affaires à cause de personnes qui paralysent un pays. Lorsque tes salariés dorment sur leur lieu de travail, lorsque tu payes des Uber au coût de 120 euros par-ci par-là de ta poche pour ne pas laisser tes salariés dans la galère, lorsque tes cuisiniers se lèvent à 4 heures du matin pour ne pas être en retard et qu'ils finissent leur nuit sur leur lieu de travail, lorsque tes clients continuent de t'appeler pour annuler les réservations en s'excusant alors qu'ils n'ont rien demandé, lorsque tes salariés qui font déjà 50 heures par semaine, enfin bref, voilà ce que c'est que la pénibilité, c'est ce que vivent les artisans, infirmiers, policiers, pompiers, j'en passe. Mais la possibilité... Alors voilà, c'était un peu provoque, c'était un peu dans l'ironie, mais la réalité, elle est celle-là aujourd'hui, c'est qu'en tout cas à Paris, il y a une situation absolument catastrophique pour un certain nombre de commerces, pour un certain nombre d'établissements qui aujourd'hui ne s'en sortent plus, ne vont pas s'en sortir.
Non, oui, mais là, ça pose la question de la légitimité et la légalité du droit de grève et la légalité d'aller travailler et la liberté. Bon, y compris chez les avocats, il y a un certain nombre de corps de métier qui font grève et qui embêtent, pour ne pas parler des avocats, qui embêtent le justiciable. Et qui jettent leur robe même. Oui, non, mais est-ce qu'on ne devrait pas, non pas inventer, mais quand on fait grève, on ne s'en prend pas à ses concitoyens, mais on s'en prend à l'État. C'est-à-dire qu'on a des actions qui vont aller contre peut-être les caisses de l'État. L'État va perdre énormément d'argent. Oui, peut-être, mais au moins ce sera l'État et ce ne sera pas vous qui allez travailler, ce ne sera pas ce restaurateur, ce ne sera pas le justiciable qui souhaite que son procès soit examiné. Et finalement, c'est toujours les mêmes, les gens qui vont bosser, les gens comme vous et moi, qui en prennent lorsque... Ce sont les plus précaires qui aujourd'hui sont touchés par la grève. Vous voyez, par exemple, la fréquentation des transports publics, en effet, la grève, on peut le dire, on la vit différemment quand même, parce que quand vous voyez dans le RER ou des gens qui prennent le métro, et surtout dans le RER, c'est pas les mêmes publics. Celui qui a les moyens, c'est pour ça quand je dis que on vit différemment la grève, celui qui a les moyens, il prend un taxi ou il prend un VTC pour se rendre à son lieu de rendez-vous. Et celui qui n'en a pas, il est obligé de faire avec, hélas, des transports publics qui marchent plus ou moins... Non, mais je voudrais répondre à des auditeurs qui me disent « Bonjour, ce restaurateur se plaint de payer le transport à ses employés. » Oui, il se plaint de payer des Uber à 120 €. Bien sûr. J'ai discuté avec plusieurs restaurateurs qui en sont à 3 000 € de Uber. Justement, ils ne vont pas laisser leurs salariés se démerder, pardon du mot, de rentrer tout seuls à minuit pour aller, parce que la plupart des gens qui travaillent dans les restos n'habitent pas à Paris, ils habitent en banlieue. Ils ont 2 heures, 3 heures de transport. Donc oui, les restaurateurs estiment qu'ils ont la responsabilité aujourd'hui de payer les transports à leurs salariés. Donc les restaurants sont vides et ce sera une situation catastrophique, dramatique pour certains d'entre eux. Mais on peut s'interroger. On peut s'interroger sur le pouvoir de nuisance d'une minorité, toujours la même d'ailleurs, qui à chaque fois, et là on va en venir j'imagine à la question des retraites, mais qui à chaque fois qu'on s'attaque à la question des retraites, arrive à bloquer le pays, à obtenir satisfaction. Je rappelle que ces minorités ont aujourd'hui obtenu satisfaction et que finalement ceux qui vont rentrer dans le nouveau système sont ceux qui représentent la majorité silencieuse. Cette majorité silencieuse va arriver en grand nombre dans un système qui de toute évidence a été peut-être insuffisamment préparée, mais où elle n'aura rien négocié. Donc on peut poser la question de l'inverse proportion entre ceux qui bloquent et ceux qui vont nuire de la réforme. Oui. On va continuer à débattre et on va parler de cette réforme des retraites et de l'impasse dans laquelle on semble quand même être confiné aujourd'hui. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est André Berkoff qui sera à ce micro tout de suite après. Réforme des retraites, peut-on sortir de l'impasse? Hier, grande manifestation au 36e jour du conflit, 450 000 personnes. Alors c'est le chiffre officiel, il y en a peut-être eu plus, 200 cortèges dans toute la France, une mobilisation qui était quand même importante, même si elle était peut-être moindre que lors des précédentes mobilisations. 36e jour de grève, un constat, c'est l'impasse avec de la difficulté visiblement à dialoguer. Comment en sortir? Est-ce qu'on peut en sortir? Alexis Bachelet, vous voyez les choses comment? D'abord, je voudrais revenir d'un mot sur le débat précédent pour dire que les gens qui font grève, c'est pas uniquement les gens de la RATP ou de la SNCF, il y a énormément de professions. Essentiellement, on va dire essentiellement. Non, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants, des infirmières, les avocats qui sont furieux, des pompiers, même les policiers. Bon, ils ont obtenu satisfaction. Les avocats aussi. Oui, mais donc les enseignants aussi. Mais donc ça veut dire ça veut dire quoi, Virginie? Ça veut dire que cette réforme dont on nous a bassiné depuis l'élection présidentielle, puisque c'était dans le programme, et que tout allait être préparé en amont, qu'on allait bien concerter, etc. Et on s'aperçoit à la veille de présenter le projet de loi au Parlement, enfin au Conseil des ministres et au Parlement, qu'en fait, c'est une boîte de Pandore. Il y avait énormément de choses qui n'avaient pas été envisagées, imaginées, et il a fallu. Et c'est là que je dis que le droit de grève, il a servi à quelque chose. Il a servi à obliger le gouvernement à répondre à des questions légitimes. C'est légitime que les avocats, les infirmières, les policiers, les pompiers, les enseignants, les gens qui travaillent à la RATP, ils aient des réponses
sur qu'est-ce qu'on va devenir quand on prendra notre retraite dans 15, 20, 30, 40 ans. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse à tout ça. Mais non, mais c'est vrai. Il faut le dire quand même. C'était de l'improvisation permanente. Delevoye, il a amusé la galerie pendant 18 mois. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a soi-disant consulté, il a soi-disant fait des rapports, des sous-rapports. Enfin, où ils sont où tous ces rapports ? Pourquoi il n'y avait pas les réponses aux questions simples que les gens se sont posées quand on est arrivé dans le vif du sujet, au mois de décembre ? Enfin, pardon, mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Il y a eu un problème dès le départ et c'est pas la faute des grévistes. Mais mon cher Alexis, ce problème ne concerne pas que les régimes spéciaux, ce problème concerne l'ensemble. Tous les Français en plus. Pardonnez-moi. Parce que c'est paramétrique. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma phrase. Il ne concerne pas que les régimes spéciaux et ceux qu'on a vus dans la rue depuis un mois, ce sont les régimes spéciaux, les régimes spécifiques, c'est-à-dire ceux qui défendaient leur spécificité, pour ne pas reprendre le mot de régimes spéciaux. Mais la majorité des Français qui vont rentrer dans le système et qui, eux, n'ont pas manifesté et qui, eux, vont se rendre compte que leurs points seront calculés sur l'ensemble de la carrière et non pas sur les 25 meilleures dernières années. Tous ces gens-là qui n'ont rien dit, à qui on n'a pas expliqué les choses, là, vous ne prenez la défense que des régimes spéciaux, mais prenez la défense de cette majorité silencieuse, je vais jusqu'au bout, de cette majorité silencieuse qui n'a rien... Si, vous aviez à peu près... Non, j'avais un mot à dire sur le... Il y a un soutien très fort exactement. Et moi, je suis un peu quand même surprise de voir que nous ne parlons que de ceux qui ont déjà obtenu ce qu'ils réclamaient et qui finalement ne se battent pas tellement pour tous ceux qui n'ont rien obtenu, qui ne vont rien obtenir et qui vont rentrer tête baissée dans le système. Un système, je suis d'accord avec vous, pour dire qu'il a été mal préparé, mal anticipé, que les difficultés techniques sont intervenues au fur et à mesure et que l'exécutif a semblé regarder ces difficultés techniques avec surprise pour y céder en catastrophe dans l'espoir de faire passer ce texte. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce texte, entre le décollage et l'atterrissage, a perdu énormément de sa substance et de sa justification, mais pour autant, il ne s'agit pas que des régimes spéciaux qui vont être prorogés, alors que la promesse initiale, c'était la suppression des régimes spéciaux. Et cette promesse initiale n'est pas tenue. Oui. Ludovic de Villèle. On va pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit pas visiblement la situation est quand même extrêmement bloquée. Dans le rapport, on voit que l'âge pivot est cité. J'ai entendu ce matin 39 fois dans la loi. Donc je vois pas le gouvernement. Alors, attendez, Najwa. Oui, on a des raisons de s'inquiéter. Là, vraiment, on est dans une impasse. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté la CGT et l'UNSA qui ne reculera pas parce qu'il faut retirer cette réforme. Donc, eux, ils sont droits dans leurs bottes et il n'y a pas de négociation possible avec eux. Enfin, l'UNSA fait quand même partie des syndicats réformateurs. Excusez-moi, c'est une correction. C'est CGT et FO. Exactement. Et vous avez en effet les syndicats réformistes, donc CFDT et UNSA, qui, pour le coup, la ligne rouge, c'est l'âge pivot. Et le gouvernement ne veut pas reculer sur cet âge pivot. Et pourquoi ? Parce que cet âge pivot assurera l'équilibre du système. Et donc, là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Alors, la main tendue par le gouvernement, c'est de dire à la CFDT, trouver des solutions pour équilibrer ce système financièrement. Donc on parle des assises du financement d'ici le 24 janvier, qui est le Conseil des ministres, où le projet de loi sera présenté. Mais à ce jour, moi je ne vois pas de négociation pour le moment possible de part et d'autre. Tout le monde est droit dans ses bottes. Oui, c'est ça, mais c'est et la question. Là, vous avez une opinion publique qui soutient d'un côté les manifestants. Qui est contre la réforme. Elle est, d'après les derniers sondages, elle soutient la réforme. Mais elle soutient la réforme parce qu'elle est nécessaire. Moi, c'est ce que c'est les sondages que j'avais lus de l'IFOP. Elle soutient la réforme, mais elle a besoin, bien sûr, d'être rassurée. Et d'une certaine manière, c'est là où on est, j'allais dire, dans l'antagonisme. Mais elle comprend aussi les manifestants. Donc, Mais en tous les cas, moi, je reviens à ce qu'a dit Virginie. Il y a eu une mauvaise communication. Quand on parle des retraites, je suis désolée, les Français ont des raisons d'être inquiets par rapport à eux, mais aussi par rapport à leurs enfants. Il aurait fallu
expliqué. Il y a eu pas mal de fake news, il faut le rappeler aussi, des syndicats. Donc là, le gouvernement a pris les choses en main en éclairant par une plateforme où il y a des calculs, des caps concrets, etc. Ça n'a pas permis non plus de rassurer. C'est en rien un simulateur, ce sont des cas de figure, des exemples, mais c'est pas un simulateur. Voilà, c'est pour ça que je parlais pas de simulateur. Attendez, on a un auditeur, on a Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, oui, effectivement, je suis relativement d'accord avec cette dame par rapport à son analyse. Je voudrais revenir sur le débat qu'il y a eu hier sur France 2. Malheureusement, j'attendais beaucoup plus d'explications et nous avons eu deux ministres qui étaient bien dans l'embarras parfois de donner des explications très précises et compréhensibles par l'ensemble des auditeurs et du public. On assiste aussi malheureusement à une confrontation, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir une négociation, chacun reste campé sur ses parties, bloque, et puis on verra bien, on va droit dans le mur, mais on verra bien. Moi, ce que je trouve intolérable, c'est que depuis 2 ans, que ce soit par la crise des gilets jaunes, que ce soit par la crise des retraites, nous avons une économie qui est entièrement bloquée. Il y a nombre de mes confrères où nous sommes aujourd'hui dans une situation de trésorerie complètement délicate. Il va y avoir d'ailleurs des arrêts d'activité dû à ça en partie, puisque malheureusement on subit cette économie. Il faut savoir que les régimes spéciaux, tout a évolué. Il faut savoir aussi évoluer avec son temps. Moi, je suis né en 1961. Quand je suis rentré dans la vie, on m'a dit tu travailleras jusqu'à 65 ans et nous ferons ton calcul de retraite sur le régime de base sur les 10 meilleures années. Entre-temps, j'ai pris la réforme Balladur en 93, je suis passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. J'ai pris après la réforme Jospin, j'ai pris après la réforme Fillon, où là, il y a minoration s'il manque des trimestres sur le régime de base et sur les complémentaires. Et là, à 3 heures, j'ai bientôt 3 ans, je dirais, de la retraite, à 3 ans du bol de sangria, pour reprendre un humoriste, eh bien, j'ai mes caisses Arco-Agir qui me disent, attention, si vous partez avant 65 ans, vous aurez une minoration sur vos caisses complémentaires jusqu'à 65 ans. Et tout ceci, nous l'acceptons. Il n'est pas concerné par la réforme. On ne peut pas faire autrement. Mais vous n'êtes pas concerné. Vous n'allez pas être concerné. En 61, on n'est pas concerné par la réforme. Je ne suis pas concerné par la réforme qui va venir, mais j'étais concerné par toutes les réformes précédentes, bien sûr. Oui, bien sûr. Et pour autant, on n'est pas descendu dans la rue pour bloquer complètement toute l'administration. Et pendant ce temps-là, les régimes spéciaux, nos collègues de la RATP, de la SNCF ou autres, ne sont pas non plus descendus dans la rue pour bloquer quand nous avons eu notamment la réforme Balladur. Oui, mais pour la réforme Fillon, monsieur, il y a eu des gros mouvements sociaux. Voilà, au moment de la réforme Fillon, il y a eu des gros mouvements sociaux. Oui, les mouvements Juppé et autres, mais qui ont été stoppés. Pourquoi ? Parce que nous avons eu à ce moment-là un gouvernement qui a mis en stand-by, qui est remonté sur la négociation et qui a apaisé la chose, notamment même sur le plan Sarkozy, les 2 ans supplémentaires. L'âge pivot, nous l'avons, nous, depuis longtemps. Nous sommes passés à un âge de taux plein de 62 à 65 à 67 ans. Nous l'avons, l'âge pivot. Donc, il faut arrêter. Il faut qu'à un moment donné, la solidarité, puisqu'on parle de solidarité, puisque les syndicats se veulent solidaires, il faut que la solidarité soit pour tout le monde et que pour ceux qui rentreront dans la vie active, l'économie a changé, les régimes spéciaux ont surtout été créés. Pourquoi ont-ils été créés ? Parce qu'il y a 40 ans en arrière, quand vous rentrez en activité dans le régime public, vous aviez une déficience de salaire par rapport au privé et le plein emploi. Donc il fallait bien compléter certaines choses. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Donc il faut réamorcer ça. N'oublions pas que c'est nos caisses à nous qui payons les régimes spéciaux aussi. Oui, qui sont largement déficitaires, vous avez tout à fait raison, monsieur. Donc il faut à un moment donné quand même rétablir les choses. Il y a 8 milliards d'euros qui sont compensés chaque année par l'État. Alors, merci. Je ne parle pas des régimes spécifiques, je parle des régimes spéciaux, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Merci Frédéric d'être intervenu. Merci de votre témoignage. C'est vrai qu'il y a réforme sur réforme et que... Alors Ludovic... Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Bon, que les avocats ont raison d'être vent debout parce que leur système est effectivement largement bénéficiaire. Il a été bien géré. Voilà, mais est-ce qu'on gère un pays à l'aune de chacun de ses propres intérêts ? Parce que votre remarque tout à l'heure à ce monsieur. Mais monsieur, vous n'êtes pas concerné. Oui, c'est pas parce qu'il n'est pas concerné qu'il ne peut pas. Il n'a pas un avis. Non, mais il peut avoir un avis. Je trouve que c'est ce que nous disions tout à l'heure. Ce pays est très difficilement réformable. Que ce soit, j'enfonce des portes ouvertes. Les policiers ont retenu satisfaction. Ça y est, ils sont retrouvés dans les commissariats. Je voulais qu'on parle des négociations. C'est-à-dire comment on voit que chacun est effectivement droit dans ses bottes, ce que vous disiez, Najwa, campé, avec une radicalité et un jusqu'au-boutisme chez les uns et chez les autres. Qu'est-ce qui va se passer ?
Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Chacun joue gros, parce que les syndicats sont sous la pression de leur base, qui est prête à leur dire que si vous lâchez, vous allez voir ce que vous allez voir, et nous, on ne cédera pas. Et Édouard Philippe, il est sous la pression de son électorat, à qui il a promis une réforme, et à qui il a dit, vous allez voir, je vais faire une réforme que personne n'a osé faire depuis 30 ou 40 ans, et on va la faire. Et là, quand même, la petite musique qu'on entend, et qui est largement justifiée d'ailleurs depuis 3 ou 4 mois, c'est que cette réforme n'a plus grand-chose à voir avec ce qui a été promis. Et l'électorat de droite, qui est toujours très attaché à l'équilibre financier, à l'équilibre budgétaire, lui, il dit, bon, ça ressemblera à une réforme, au moins s'il y a une volonté d'équilibrer les finances. Moi, j'ajouterais une question qui se pose quand même de façon très, 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 avec beaucoup d'acuité, me semble-t-il, c'est que tout ce qui a été accordé jusqu'à maintenant et qui va coûter, on a parlé des 10 milliards qui vont être accordés aux enseignants pendant 15 ans, je crois, pendant les 15 prochaines années. Tout cet argent-là, il n'a jamais été compté. On ne sait pas combien cette réforme va coûter. Et donc, comment le gouvernement peut prendre la responsabilité de mettre sur les rails une réforme dont on ne connaît pas le coût? Il n'y a pas eu d'impact fait, il n'y a pas eu d'études sérieuses pour dire combien ça va coûter. Et comment peut-il dire, oui, alors moi je suis très attentif à l'équilibre budgétaire, à partir du moment où les Français ne savent même pas combien va coûter la réforme. Là, il y a une vraie question qui se pose. En fait, Virginie vient d'expliquer pourquoi le gouvernement a installé un âge pivot et veut le maintenir. C'est que on nous a dit au début, il faut rééquilibrer les systèmes et c'est pour financer le système qu'il faut faire cette réforme. Ça n'est plus vrai. Virginie vient de le dire, mais si on prend la facture de chaque groupe social qui a obtenu chaque concession accordée, il se peut même que ça coûte plus cher que le système d'avant. Surtout avec le décalage de 15 ans. Donc pour les finances publiques, c'est un gros impact, et un gros impact rapidement, parce que s'il faut augmenter effectivement les salaires des enseignants notamment, mais les infirmières aussi, mais probablement tous les corps de fonctionnaires, parce qu'effectivement les salaires étant inférieurs globalement au privé, etc. Donc du coup, ça explique aussi pourquoi le gouvernement maintient l'âge pivot, parce qu'ils maintiennent l'âge pivot en se disant, à partir du moment où on maintient l'âge pivot, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite avec de la décote, qui vont cotiser et donc plus longtemps. C'est là qu'on fait ce qu'on lâche d'un côté, avec tous les des spécificités, etc., on va le récupérer sur l'âge pivot. Donc s'il lâche sur l'âge pivot, il n'y a plus de réforme en fait. C'est-à-dire s'il lâche sur l'âge pivot, ça veut dire que les dépenses explosent et il n'y a plus de réforme du système. Donc le gouvernement en fait s'est mis dans une situation que moi j'estime être dramatique. Dramatique parce qu'ils ont polarisé l'opinion et le pays comme jamais. Il y a des gens qui veulent plus lâcher d'un côté, mais il y a aussi des gens qui veulent pas lâcher de l'autre. Et la société française, elle avait pas besoin de ça après le mouvement des Gilets jaunes. Et en plus, il se peut que quand on fait l'addition de ce que va coûter cette réforme, ça coûte plus cher peut-être que si on n'avait pas fait la réforme. Et là, on est quand même dans un truc qui est très français. C'est qu'à un moment donné, il faut faire des réformes, mais des fois, on aboutit à des absurdités sur le plan financier et politique. Et là, je trouve qu'on n'est pas loin de toucher une situation absurde si effectivement ça continue dans cette direction-là. On se retrouve dans un instant, on aura Christophe en ligne, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Avec vous jusqu'à midi, on est de retour dans le studio de Sud Radio avec Virginie Leguet, Najwa El Haïté, Alexis Bachelet et Ludovic de Villèle. Je voulais qu'on dise quelques mots de ces candidats au municipal qui sont ministres et candidats au municipal. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est une bonne chose? Sur les 37 membres du gouvernement, il y en a environ une douzaine qui envisagent de se présenter aux élections municipales de mars. Ce matin, Marlène Schiappa a annoncé qu'elle se lancerait dans le 14e arrondissement face à Cédric Villani, tandis qu'à Biarritz, 2 membres du gouvernement s'affronteront sur des listes différentes. Le Parisien nous dit qu'Agnès Buzyn est en train de s'interroger sur sa candidature dans le 6e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une façon de se confronter au terrain et aux électeurs, de mouiller la chemise, ou au contraire, est-ce que quand on a un job de ministre, on a peut-être autre chose à faire que de faire campagne? Ça vous laisse totalement. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je suis contre parce que mais finalement, les ministres, qu'est-ce qu'ils cherchent? Une légitimité électorale qu'ils n'ont pas. Mais quand on est ministre, on n'a pas à rechercher la légitimité électorale. Ils ont été nommés par le président de la République sur proposition du gouvernement. Et c'est quoi alors? C'est une poire pour la soif? Oui, pas plus. Je pense que c'est très dangereux compte tenu du contexte que nous venons de rappeler. Je crains qu'il y ait beaucoup de ministres qui perdent les élections, qu'ils n'aient pas les résultats qu'ils souhaitent, en tout cas sur les listes sur lesquelles ils sont, puisqu'on va finalement noter les ministres et pas du tout les listes. Et puis on détourne le vote municipal, parce qu'on ne doit pas voter pour Madame Schiappa ou pour Monsieur Édouard Philippe. On vote pour une liste qui fait des propositions
local. Encore une fois, on va, à mon avis, détourner les élections municipales de leur vrai rôle. Est-ce que le maire est un bon maire ou pas? Et là, on va focaliser sur des personnalités dont vous avez donné le nom. Je pense que ce n'est pas le rôle d'un ministre de se présenter à des élections municipales, parce que si encore une fois, s'ils ont de mauvais résultats, ils vont partir. Mais ça peut être un bon ministre. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Le seul critère, c'est est-ce qu'il fait son boulot, est-ce que le Premier ministre est satisfait ou pas. C'est pas à l'électeur tous les 4 matins. Donc, comme pour beaucoup de la République En Marche, ils n'ont pas de mandat précédent. Là, ils vont se présenter et dire, vous voyez bien que notre politique nationale est la bonne puisque nous avons été élus. Je pense que c'est pas le même sujet. Ouais. Moi, je suis contre. Virginie. Moi, il me semble qu'il y a des règles à géométrie variable parce que au tout début des municipales, on avait demandé à Benjamin Griveaux, me semble-t-il, de démissionner avant de se lancer à Paris. On avait demandé à Mounir Majoubi de démissionner avant de se lancer à Paris. Et puis cette règle-là qui a été appliquée sans aucun assouplissement, aujourd'hui est totalement assouplie et tout le monde peu ou prou va se lancer dans la bataille. Donc je ne vois pas très bien quelle est la ligne, quelle est la cohérence. Et je suis étonnée que Emmanuel Macron, qui semble être un président de la République plutôt autoritaire, n'arrive pas à faire régner l'ordre dans son camp, ou en tout cas à arrêter une position claire qui soit la même pour tout le monde, là aussi. Oui. Il a demandé qu'il se présente. Moi, je partage ce que vient de dire Virginie. Après, il y a ministre et ministre. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui font le choix d'être tête de liste. C'est pas pareil que d'être tête de liste et d'être sur la liste. Alors pourquoi? Tête de liste, je pense que... on dirige la campagne. On dirige la campagne, on mouille la chemise, on défend un programme, une vision pour sa ville, etc. Et là, si le ministre, j'allais dire, est tête de liste et gagne, là, il n'aura pas d'autre choix que de démissionner. Là, il faut un peu de cohérence. Oui. Par contre, et c'est là où je vous rejoins, si c'est un ministre qui est membre d'une liste, moi, je suis pas persuadée que ce soit même une bonne chose pour le tête de liste, parce que, comme vous disiez, tout sera focalisé sur ce qu'aura dit le ministre, alors que les municipales, c'est... D'accord. Effectivement, Marlène Schiappa sera candidate sur la liste, donc elle n'est pas tête de liste. Exactement. Et moi, je fais cette différence-là. D'accord, oui, vous avez raison. Et j'ajouterai une dernière petite remarque. Le fait que Marlène Schiappa soit candidate sur la liste, là où se présente M. Villani, montre quand même que, disons, à l'Élysée, on a fait son choix, quoi. Villani. C'est évident, ouais. Ah oui, mais depuis des mois, on les laisse tous les deux faire campagne. Aujourd'hui, il semblerait que la situation devient un peu plus critique et que celui à éliminer, c'est Villani. Et c'est pas Benjamin Griveaux. Je ne sais pas si c'est un si bon choix que ça. On a Cynthia en ligne avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour Valérie. Bonjour à toute votre équipe. Alors vous en pensez quoi? Merci de m'accueillir. Alors écoutez, c'est juste mon avis, mais je trouve qu'ils sont déjà très débordés, les ministres. Oui. Et leur ajouter en plus une charge, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Moi, je voyais avant, j'habitais à Tremblay en France. Ouais. On avait un maire, parce que j'ai déménagé, Monsieur Assanzi, il était député maire, et je trouvais déjà qu'il s'en sortait pas terrible. Et la preuve, aujourd'hui, la ville, elle est limite. Donc, se dire que leur donner une telle charge de responsabilité, je suis pas sûre que ce soit bon. On peut pas accumuler autant de casquettes quand on a des postes à responsabilité comme ça. Alors, elle a raison. Oui, vous avez raison. Mais c'est vrai que la nuance d'être sur une liste et d'être tête de liste est différente. Et pour poursuivre ce que vient de dire l'auditrice, c'est qu'un ministre qui est tête de liste, il devrait démissionner. Parce qu'on ne peut pas... Non mais c'est la réalité dans le sens où... Donc Didier Guillaume va démissionner. À Biarritz, ils sont candidats pour être maire à Biarritz. Oui. Mais c'est là où il faut de la cohérence, c'est-à-dire que Benjamin Griveaux, en effet, on lui avait demandé de démissionner pour être tête de liste. Donc à un moment, il faut aussi... je ne pense pas que le ministre ait une vraie charge de travail. Bien sûr. Donc, Alexis Bachelet. Moi, je pense que les élections municipales sont une épreuve pour la majorité et que je souhaite bonne chance au ministre qu'il s'engage, que ce soit comme tête de liste ou comme colistier, parce qu'effectivement, je pense que dans le contexte actuel, c'est pas forcément un atout, compte tenu du climat et du fonctionnement du gouvernement. Et j'ajoute que je crois que dans la Ve République, je me rappelle pas qu'on ait déjà vu 2 ministres se présenter l'un contre l'autre aux élections municipales.
Là, je dois avouer qu'on est en train d'inventer, alors ça doit être le nouveau monde, peut-être moi je suis un peu ancien monde, donc il y a des choses qui m'étonnent, qui me surprennent. Mais enfin, là quand même, quand on est dans un gouvernement, on partage une ligne politique. Même si la majorité est composite, il y a le MoDem, il y a Agir, il y a des gens qui viennent de la droite, de la gauche, du centre, de tout ce qu'on veut. Mais enfin, quand même, à un moment donné, on dirige ensemble le gouvernement de la France, mais au niveau de Biarritz, on va s'affronter. J'avoue que ma capacité d'analyse a atteint sa limite. Je trouve ça complètement surréaliste. C'est incompréhensible pour les électeurs. C'est Jean-Baptiste Lemoyne qui se présente aux côtés du maire sortant, tandis que le ministre de l'Agriculture, donc Didier Guillaume, lui, veut se lancer sur une liste concurrente. Ça apporte quoi d'être sur une liste, à part d'aller faire les marchés et de dire on est là, on soutient ? C'est un vrai job. Jean-Baptiste Lemoyne veut devenir, il va dans l'équipe du maire sortant, donc il veut devenir adjoint au maire peut-être, ou conseiller municipal, et peut-être en fonction de l'âge du maire, prendre la succession de manière plus simple. Je parle d'une manière générale, d'être sur une liste, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait, parallèlement à ces autres activités, on fait une carrière politique locale, on fait campagne, on est élu, c'est un ancrage local. C'est un ancrage local, oui. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils l'ont pas En Marche, donc c'est compliqué, quoi. Merci à tous les 4, très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. À lundi.